je voulais revenir un petit peu sur le premier épisode de Loki. Loki, une dernière série Marvel disponible sur Disney+, qui s'est lancée, en tout cas le premier épisode a été mis à disposition sur la plateforme mercredi dernier. Aujourd'hui, on va avoir le second épisode qui va être disponible. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est déjà disponible, mais en tout cas, il sera disponible ce soir, c'est sûr. Et donc, du coup, Loki, pour rappel, c'est quand même le frère adoptif de Thor. Donc là, on est dans le milieu d'Asgard, l'univers en tout cas, et la planète Asgard. Évidemment, Loki, on le sait, hein, c'est le dieu comment on appelle ça, mischief, des combines, ou en tout cas, voilà, mince. J'ai pas je lis que des articles en anglais, du coup, j'ai vraiment du mal des fois à... Est-ce que j'ai le dieu de la déception. Ah, intéressante comme traduction, ouais. Dieu de la déception, de la malice. Moi, je préfère la malice. Je trouve que ça... Voilà, je trouve que c'est mieux. La malice, voilà. Je trouve que ça encapsule bien. Ou de la ruse, ça marche aussi. Ah, vous êtes bon dans la chatroom. Ou de la supercherie, ouais. Fourberie. Ah, bah dis donc, vous êtes bon, là. Vous êtes un vrai dictionnaire de synonymes, là, dans la chatroom. Non, le dieu de la mort, quand même. Non. Non, non, Nali Eric, t'es un peu sévère, là. Donc, pourquoi vous me dites qu'il est 9h01 ? Il n'est pas 9h01. Mais non, on a le temps. Il est 8h51. Il y en a qui essaient de me tromper dans la chatroom. Ah, je viens de lire qu'il sera en ligne à 9h01, l'heure de la mise en ligne de l'épisode. Oh là là, non mais non. On travaille quand même aujourd'hui, il faut être sérieux. On attendra ce soir. Scapin, oui, pas mal pour la notion de fourberie, ouais. Jolie référence. Donc voilà, désolée, je divague un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bah, tout simplement, on revient au moment où Loki essaye de récupérer le Tesseract. Et en fait, on crée une alternative de la réalité où finalement Loki se fait pas capturer, mais va s'enfuir avec justement le Tesseract et se fait capturer par la Time Variance Authority. Donc c'est l'autorité des variances temporelles. Voilà, donc l'autorité des variances temporelles. Et donc en gros, c'est quoi l'autorité des variances temporelles ? C'est une espèce de police temporelle, tout simplement. Une police qui est en charge de s'assurer que le cours du temps se déroule comme il est supposé se dérouler. Voilà, donc en gros, il y a une entité qui s'assure que tout se déroule sur le cours de temps comme il faut, avec des espèces de... Comme Loki les appelle, des espèces de reptiles qui sont en charge du bon déroulé du cours du temps. Et ben voilà, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Comme nous, il est très très douteux de cette autorité au début quand il se fait capturer. Il découvre un petit peu de ce qu'il en est. Et l'absurdité, ou en tout cas l'aspect kafkaïen de cet univers, de cette autorité du temps. Et en tout cas, il est accusé, il est capturé, hein, donc pour une raison, il est accusé d'avoir fait diverger le temps ou d'avoir créé une variance dans le temps. Et donc on appelle les variants, voilà, ces éléments perturbateurs qui pourraient créer un événement nexus qui mettrait en danger le cours du temps normal. Voilà, donc je vous fais un petit résumé, voilà. Et c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment le pitch du premier épisode, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas vous gâcher la série. Donc voilà ce qu'il en est. Donc il se fait capturer, mais il se fait capturer et juger, et au moment d'être jugé, finalement il y a un des agents justement de l'autorité des variances temporelles qui va le rattraper au vol en disant non mais je vais m'en charger, on va lui donner une seconde chance s'il collabore avec nous justement, avec l'autorité des variances temporelles. Et pourquoi il serait intéressant de collaborer avec cette autorité des variances temporelles ? Tout simplement, son but, ça serait d'aider à capturer un variant particulièrement dangereux, dont l'autorité des variances temporelles galère à capturer, hein, et qui est très très dangereux. Donc ça, c'est intéressant. L'agent, du coup, qui le récupère pour le faire collaborer, le convaincre de collaborer avec l'autorité, c'est l'agent Mobius, qui est interprété par Owen Wilson. Voilà, et vous allez avoir, donc en tout cas, un premier épisode assez introspectif, puisqu'en tout cas, on va avoir un agent, Mobius,
l'acteur Owen Wilson, qui va être souvent en face à face avec Loki. Loki, l'acteur Tom Hiddleston, et qui vont discuter ensemble, faire un tête-à-tête pour essayer de comprendre un peu les motivations de Loki et de le convaincre de coopérer avec justement l'autorité des variances temporelles. Donc, autant vous dire que moi j'ai adoré ce face-à-face entre Owen Wilson et Tom Hiddleston, parce qu'autant je trouve que on est... Enfin, en tout cas, moi, j'étais très très fan de la performance de Tom Hiddleston dans Loki, et je pense que le succès du personnage tient beaucoup à Loki, et ce qui a rattrapé Thor aussi, c'était notamment justement Loki, l'acteur et le personnage de Loki, ce qu'il en a fait. Ce qui est très très intéressant là dans ce premier épisode, c'est qu'ils ont trouvé un très bon pendant à l'acteur Tom Hiddleston et à son personnage emblématique, en le personnage justement de Mobius incarné par Owen Wilson. C'est-à-dire que on retrouve vraiment cet acteur dans un rôle où on ne l'attendait pas, et c'est ce qui fait un peu le succès. Le rôle de Mobius est vraiment un équilibre ou un pendant parfait au personnage machiavélique et malicieux de Loki, puisqu'il est très calme, très posé, il va vraiment ridiculiser un petit peu Loki, mais il va aussi sincèrement s'intéresser à lui, à ce dieu de la malice. Il va vraiment s'intéresser à sa personne, ses motivations, et donc du coup ça va nous donner une perspective sur les motivations et la personnalité de Loki, une nouvelle perspective. Et ça va potentiellement rebattre les cartes de c'est quoi un vilain traditionnel, ou est-ce que Loki est un vilain traditionnel ou pas, est-ce que c'est vraiment un vilain, etc. Et donc ça va ouvrir une porte assez intéressante dans ce personnage-là, et je trouve que le duo et le face-à-face entre ces deux acteurs est parfait. Moi, j'avoue que je me suis délectée vraiment des scènes où ils étaient là tous les deux. J'ai jamais été une grande fan, en tout cas, de l'acteur Owen Wilson, mais là, autant vous dire que je suis une grande fan de sa performance. En plus, il a été grimé et je trouve que ça fonctionne très très bien. Il n'a pas son look habituel et donc du coup, on ne voit plus le Owen Wilson qu'on a eu l'habitude de voir dans sa carrière, mais il incarne parfaitement vraiment son personnage. Arrêtez de me dire nouvel épisode est dispo de Loki dès maintenant là sur Disney+. Arrêtez. vous interruptez, vous bousculez ma concentration ce matin. Les films Marvel m'ont tellement paru creux, à 2-3 exceptions près, que du coup je passe totalement à côté de tout ça. Hibou, c'est très inégal les films Marvel. Après, c'est des films popcorn, hein. Faut pas non plus prendre les films Marvel pour plus qu'ils ne sont, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont particulièrement réussis. Voilà. Et moi par exemple, en termes de film popcorn ultime, Thor Ragnarok pour moi c'est un modèle du genre, quoi. C'est d'un point de vue visuel, sonore, en termes de rythme, de découpage et même en traitement visuel, c'est ultra efficace. C'est comme si on retranscrivait vraiment le comics en termes de film, quoi. On a du punchy, on a des raccourcis faciles des fois, mais ça fonctionne. Voilà, bref. J'ai déjà dit combien j'adorais Ragnarok, mais voilà, je suis un petit peu fan aussi du réalisateur. Donc voilà, donc là, en tout cas, je suis une grande fan du premier épisode. J'ai hâte de voir le second épisode. Qu'est-ce qui fait aussi le succès de ce premier épisode? C'est le traitement visuel et l'environnement de ce TVA, cette Time Variance Authority, de cette autorité de variance temporelle. On rentre dans cet univers qui est un univers un petit peu alternatif, on ne sait pas où ça se situe, c'est pas une planète, on voit pas de soleil, on voit pas d'autres planètes dans l'atmosphère, on est sur une infinité de bureaux d'administration un peu old school, un peu dans les années 60s d'ailleurs, ça fait une petite... un rappel aux années 60s, au monde de Mad Men. Cette bureaucratie un peu old school, on le voit dans la technologie qui est employée. On a une espèce de Minitel qu'on voit à un moment donné qui sert pour rembobiner dans on va dire, le déroulé de la vie de Loki pour revoir des moments phares et essayer de les interpréter. Donc c'est assez rétro, assez délicieux comment c'est traité. On va avoir
un environnement kafkaïen ou même référence à l'univers de Brésil de Terry Gilliam, où on a l'absurdité un petit peu de cet univers bureaucratique, enfin, très très intéressant, très très chouette, et même en termes de couleur de l'image, on va avoir un petit peu cet aspect un peu rétro, on va avoir un traitement de l'image un peu vaporeux dans des marrons et dans des verts un petit peu. Le vert, la couleur de Loki aussi, mais qui aussi traite du rétro et qui obscure et qui rend un petit peu cet univers un peu intangible, un peu confus et on est un peu voilà, on est un peu perdu finalement comme Loki. C'est-à-dire on suit Loki dans cette découverte cette absurdité bureaucratique avec tout ce qu'il fait voilà, de se prendre la tête, etc. Et à côté de ça, on a Owen Wilson avec son calme, son flegme, qui va contrebalancer avec cette absurdité. Donc c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, je lis un petit peu vos rétrofuturistes, ouais, tout à fait, Super Dupont. Je trouve que ça décrit très très bien. C'est exactement ça, c'est du rétrofuturiste. Et moi, j'adore vraiment ce parti pris artistique. Avec les Marvel, j'ai eu l'impression qu'on insultait mon intelligence de spectateur, des explosions, mais pas de scénario. Ça dépend, ça dépend. Mais après, il faut pas oublier, c'est quoi le but ultime de ces films? C'est du divertissement. Hein. On n'est pas sur... Et à côté de ça, tu vois, tu vas avoir des films comme, je sais pas, le dernier, là... c'était quoi, là, les balles qui se rembobinent, là? C'est franchement, là... je crois que c'est Nolan, là. Mais franchement, il faut qu'il arrête, là, ces films pseudo-intellectuels. Tu vois, là aussi. Là, pour moi, à la rigueur, c'est pire. Un film qui se veut intellectuel, mais qui nous sert de la soupe pseudo-intellectuelle qui ne sert à rien. Pour moi, c'est honnête, voilà. Alors là, franchement, c'est prétentieux, c'est américain dans tout ce qu'il y a de négatif dans l'américain, c'est superficiel. Bref. Après, c'est mon avis personnel, donc je m'excuse à ceux qui ont aimé le film, vous avez tout à fait le droit d'aimer le film, mais moi, c'est vraiment typiquement le genre de film que je déteste. Vraiment, mais à un moment donné, il faut être un petit peu plus humble et faire des films un peu plus intéressants, et qui ont un vrai propos, ce que je ne trouve pas que Tenet a. Mais voilà. Alors que tu vois, certains Marvel, je dis pas tous, certains ne se prennent pas la tête et sont même ironiques. Notamment Ragnarok, tu vois, il est vraiment en mode, il va jouer avec les codes du genre, il va les détourner et il va s'en moquer. Voilà, et c'est ça que moi j'aime. Babar Vanier nous dit Tenet n'est pas intellectuel mais méta sur le fait de faire un film, mais je suis d'accord, c'est pompeux de fou. Ouais, enfin, méta pour faire méta, ouais, je ne vois pas l'intérêt du film. Mais je suis peut-être passée à côté d'un truc. Hein. Franchement, c'est tout à fait possible. Je ne me dis pas que je suis capable de tout comprendre ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible que je sois ratée à côté d'un propos, que je sois passée à côté d'un propos intéressant. Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire de bons films. Hein. Voilà. Mais j'ai pas encore vu Tenet perso. J'espère que je te l'ai pas gâché, belle corue. Des autres exemples de films pompeux, à la dernière de Zack Snyder, là, Justice League, le dernier Justice League et le dernier Wonder Woman, mais non, mais c'est... Là, pour le coup, en termes de films de super-héros qui n'ont strictement aucun intérêt, mais... Et c'est même insultant. Genre, Wonder Woman, c'est insultant. La manière dont ils ont traité Wonder Woman, bref. Mais pas que, hein. Mais là aussi, Justice League, on est dans la... Ça se prend trop au sérieux. Après, Batman, en général, il se prend trop au sérieux aussi. Donc, moi, je déteste Batman comme héros. Il m'énerve, là, ce Batman richousse, mais dépressif, ça m'agace. On va pas pleurer pour lui, alors qu'il a plein de choses qu'il pourrait faire, quoi. Mais non, il est tout le temps dépressif, déprimé, ça m'agace. Bref. Voilà, vous vouliez du coup de gueule, vous en avez. Oui,
oui, là, le Wonder Woman 1984. Alors qu'en plus, 1984, ils auraient pu s'amuser encore une fois avec l'époque, qui est un peu ringarde, avec la musique, etc. Mais ça tient pas, il n'y a rien qui tient. C'est nul. Bref, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas vu Cruella, ouais, on nous dit que vous avez beaucoup aimé Cruella. Ouais, Wonder Woman 84, c'est une purge, mais c'est exactement ça, c'est une purge, ce film. C'est un des pires films que j'ai vus de tous les temps. Et pourtant, ça, je veux dire, c'est même pas divertissant. C'est franchement même pas divertissant. J'arrive en retard, je tombe sur Marion en mode ralouse. Je kiffe. Vous l'avez demandé, vous l'avez, voilà. Il faudrait que je vous fasse un top des pires séries ou des pires films que j'ai vus. Je suis sûre que ça vous plairait dans la chatroom. Ça parle mal de Batman, il va falloir assumer ses paroles. Non mais oui, franchement j'assume. Ça veut pas dire que j'ai détesté tous les Batman, hein, mais je pars avec un a priori négatif. Parce qu'en fait, j'ai pas d'empathie pour un espèce de milliardaire qui certes a eu un traumatisme familial, mais bon, je veux dire... c'est pas le seul, quoi. Il y a plein de personnes qui ont été traumatisées dans leur enfance et qui ont fait des choses dans leur vie pour travailler, pour être heureux à un moment donné. Mais là, on a un espèce de gosse milliardaire qui est jamais content de sa vie, qui en fait rien, ou voilà, qui va combattre les méchants et qui est tout le temps déprimé. Et ça m'agace, en fait. Et t'es là, mais à un moment donné, le bonheur, il tombe pas comme ça sur toi. Hein. Voilà, bref, ça m'agace. Je ne comprends pas le principe de Batman, mais bon. J'aime Batman, il n'est pas parfait. Après, il y a des choses intéressantes. Genre, le Joker, il y a des traitements très intéressants. Voilà. Il y a des choses dans l'univers que j'aime bien. Mais ça m'arrive souvent aussi qu'il y ait des héros qui ne soient pas forcément le plus intéressant dans l'histoire. Voilà. Notamment dans les séries, ça arrive souvent. Marion, Disney+, c'est fini pour moi. J'avais pris 1 an d'abonnement, mais finalement, les enfants regardent Netflix car ils ont vite fait le tour. Augmentation de 20 € pour l'abonnement d'1 an. Je suis bien content d'avoir arrêté. Du coup, j'ai pris Celto pour prendre du français. Bah, c'est pas mal aussi de soutenir du français. De toute façon, le meilleur film sur cet univers, c'est le Joker. Bah voilà. Batman, c'est une métaphore sur la dualité. Oui, non, mais il y a toujours un message derrière chaque super-héros et c'est ce qui les rend intéressants. Hein. Mais on peut ne pas accrocher. Ouais, avec Tim Burton, évidemment, il y a des traitements particuliers. Et puis c'est vrai que moi j'ai grandi avec les versions de Tim Burton. Ouais. Il a pris cher ce matin, Batman. À l'origine, je parlais de Loki. Hein.